Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique, les petits secrets des plus grands et avouons-le, on aime ça. Alors au sommaire de cette émission aujourd'hui, le gendarme Lecornu fait la chasse aux stupes au gouvernement. Nils a enquêté sur les dessous de cette opération de communication. Il nous en dira plus dans quelques secondes. On va parler également de Bayrou, les confessions de l'ancien Premier ministre, l'ancien chef du gouvernement, se pose en victime de l'affaire Betaram. Et puis on va parler également de ce coup de chaud au Parlement. Le Sénat, sachez-le, refuse de partager son jardin avec les Parisiens et le prétexte est très discutable. Allez, c'est parti pour les indiscrets. Bonjour Nils. Salut Amira. Tu vas bien sous cette chaleur ? Écoute, moi je fais aller, mais c'est vrai que même en Alsace, le mercure grimpe très vite. Alors, on me fait savoir que le gouvernement subit un contrôle anti-drogue général. C'est quoi cette histoire exactement ? Et oui, ça ne rigole plus. Sébastien Lecornu a envoyé au ministre une circulaire mardi soir qui a fait l'effet d'une petite bombe. Le Premier ministre impose à ses collègues ministres et à leurs collaborateurs des tests aux stupéfiants. C'est ce qu'ont révélé nos confrères de Politico. Et donc, un extrait de circulaire. Donc, la circulaire qu'on s'est effectivement fait communiquer. Et voici ce qui est dit. La consommation de stupéfiants par des agents publics, y compris de façon ponctuelle dans un cadre privé, constitue, au-delà de leur propre mise en danger et de l'impact sur le service, une vulnérabilité personnelle susceptible d'être exploitée par des groupes de pression, des réseaux criminels ou des manœuvres d'ingérence. Alors, auprès de BFM, Matignon a confirmé que la mesure allait s'appliquer aussi aux membres du gouvernement, donc y compris les ministres. Et auprès de ces services, Lecornu a notamment expliqué qu'il y avait possibilité d'organiser des tests auprès du secrétariat général du gouvernement. Donc, c'est le SGG qui s'occupe de toute la partie administrative au gouvernement. Il y a aussi le secrétariat général en charge de la défense et de la sécurité nationale, mais aussi les délégués interministériels, les commissaires généraux, les hauts commissaires, les chefs de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur, les préfets ou autres recteurs sont aussi dans le giron de ces mesures de contrôle selon la chaîne. Dis donc, ça fait un paquet de monde, Nils. Et est-ce que Lecornu s'est prêté au jeu ? Est-ce qu'il s'est fait dépister ? Ah mais oui, en tout cas c'est ce qu'il a affirmé sur France Info, regardez. C'est déjà fait. J'avais demandé à... J'ai été le premier à le faire. Pour moi c'est une question d'exemplarité. C'est une question aussi de vulnérabilité. Les personnes qui prennent des stupéfiants, par définition, sont vulnérables. Je rappelle que dans les cabinets ministériels, les gens sont habilités au secret défense. Donc on ne peut pas se permettre, dans le moment qu'est le nôtre, d'avoir effectivement un certain nombre de vulnérabilités. Alors ce jeudi, un sondage en ligne a été envoyé à l'ensemble des chefs de cabinet ministériels pour connaître leurs besoins en tests antidrogue, selon mes informations. Autant dire que l'ambiance n'est plus à la fête pour certains collaborateurs. Voici ce que me déclare l'un d'eux. Bien sûr qu'il faut faire preuve de responsabilité. Il y a eu des abus, mais de là à tester les gens, c'est un manque de respect et ça donne une atmosphère de suspicion généralisée. Lecornu est réserviste de gendarmerie, il se prend pour un flic. Voilà, alors notez que BFM, avec un brin de mauvaise foi, cite uniquement le cas du député La France Insoumise Andy Kerbrat, pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants en octobre 2024 auprès d'un mineur, en plus, et accusé d'avoir utilisé ses frais de mandat pour financer ses achats. On nous a beaucoup parlé du député LFI, mais il semble qu'il y a une histoire de drogue avec Lecornu et son conseiller à l'agriculture, c'est ça ? Oui, alors c'est son ancien conseiller. Du coup, il a été viré, effectivement, après avoir fait une overdose massive cet hiver en soirée. Et c'est ça qui aurait fait agir le Premier ministre, selon mes informations, et celles d'ailleurs du reste de la presse. C'est d'ailleurs le Canard enchaîné qui avait révélé l'affaire, embarrassé l'exécutif, lancé dans une guerre contre le narcotrafic. On en a d'ailleurs parlé assez régulièrement sur le média. Alors auparavant, le volatile avait également révélé qu'il y avait un haut fonctionnaire de Bercy qui avait également été épinglé pour
consommation de stupéfiants. Alors évidemment, pour l'exécutif, fermer les yeux sur la consommation poudreuse de ce conseiller et d'autres hauts fonctionnaires aurait été compliqué, surtout que quelques temps avant, Macron avait préparé le terrain en fustigeant en Conseil des ministres les bourgeois, je cite, des centres-villes qui financent les narcotrafics, avant que le cornu, effectivement, n'en remette une couche. C'était le 17 décembre de l'année dernière, devant les sénateurs. Regardez notre Premier ministre. C'est de dire à nos concitoyens dès le plus jeune âge que la drogue n'est pas tolérable, car elle est dangereuse. Il faut une prise de conscience, car s'il y a moins de demandes, il y aura moins d'offres. Il est toujours utile de rappeler cette évidence. Il y a des trafiquants, car il y a des consommateurs. Il y a une offre, car il y a une demande. Ensuite, en matière de répression, nous devons combattre le narcotrafic avec le même niveau d'engagement et de détermination que celui avec lequel nous luttons contre le terrorisme. Alors, j'imagine que c'est une mesure qui fait polémique, surtout qu'on est en pleine tempête avec l'affaire tragique de Liana. Oui, alors d'ailleurs, certains au gouvernement, les collègues de Sébastien Lecornu, ils voient une tentative de diversion, alors qu'effectivement l'exécutif est en pleine tourmente, et notamment Gérald Darmanin, le grand ami de Lecornu, qui est accusé d'être plus préoccupé à tenter de sauver sa tête que de prendre ses responsabilités. D'autres soulignent l'hypocrisie de la Macronie. On rappelle effectivement qu'au gouvernement, il n'y a pas uniquement des macronistes, il y a quand même pas mal de ministres de droite. Et puis certains rappellent aussi que des tests ont déjà été proposés. C'était par le maire écologique effectivement de Grenoble, Éric Piolle, l'an passé. Et ça avait été quand même pas mal moqué par le camp présidentiel. Par exemple, en février 2025, donc ça date de l'année dernière, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, affirmait auprès du Monde, je cite, qu'elle trouvait ridicule de soumettre les députés à des tests antidrogue. Et elle s'était d'ailleurs moquée du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui se disait prêt à s'y soumettre. Bon, et Nils, tu vas nous le dire, le camp macroniste est plutôt, je dirais pas habitué, mais il y a eu plein d'histoires qui sont sorties sur l'usage de drogue de ce côté-là. Oui, en particulier la première génération de députés macronistes, il y en avait certains effectivement qui ne buvaient pas qu'un ballon de vin rouge après le repas. Il y a eu des soirées quand même qui étaient pas mal animées en Macronie. J'en avais parlé d'ailleurs dans l'une de mes anciennes émissions. Et puis à l'époque, j'avais effectivement cité le témoignage d'une députée Renaissance à qui un ministre en exercice avait proposé de la cocaïne en soirée, parce que pourquoi pas. Par ailleurs, le député macroniste, l'ancien député macroniste, désormais pèlerin, avait reconnu auprès de Mediapart en avoir consommé entre les deux tours des législatives. Voilà, donc ça avait fait effectivement scandale. Alors depuis, c'est vrai que l'ambiance a changé en Macronie. L'euphorie des premières victoires électorales du premier quinquennat est passée. Le tournant droitier d'Emmanuel Macron n'est plus propice de telles pratiques, surtout lorsqu'elles sont révélées. Regardez par exemple le cas de Louis Jubelin, c'est le spin doctor de Gabriel Attal qui s'occupait de sa communication dès la fin 2018, d'abord au ministère de l'Éducation, au porte-parole du gouvernement, au compte public, à nouveau à l'Éducation nationale et enfin Matignon. C'était effectivement quand il était Premier ministre de janvier à septembre 2024. Et puis donc ce conseiller a révélé qu'il prenait à l'époque de la cocaïne pour tenir le coup. Voilà, on le voit qui s'affiche pour voir sa tête. Alors curieusement, cette révélation, elle n'avait pas provoqué à l'époque un déferlement médiatique et des messages de haine comme a pu le subir le député insoumis. Bizarrement. Et oui, voilà. Mais il faut dire aussi qu'Andy Carbratt, il bénéficie pas de la protection de Gabriel Attal, au moins avec la presse mainstream, et désormais patron d'un parti politique. Alors, on a d'ailleurs appris, pour la petite histoire, cette semaine, dans le média La Lettre, le média de pouvoir, que Jubelin avait été éloigné de la femme de Bernard Arnault, Hélène Mercier, dont il était devenu le Pygmalion, en cause les prises de parole un peu trop libres de la pianiste dans les médias sur les SDF, dont elle affirme qu'il s'agit d'un choix de vie, évidemment, de vivre à la rue. Écoutez. À l'époque, la première fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivée à Paris, parce qu'il n'y en avait pas à Montréal. Alors peut-être c'était à l'époque, il faisait trop froid. J'en ai beaucoup vu à New York quand j'habitais là-bas et que j'étudiais à Juilliard. C'est aussi, j'ai l'impression, un choix de vie. Paraît-il que c'est aussi un choix de vie, oui. Voilà, ou encore des propos rapportés par Libération où elle affirme, c'est assez drôle, qu'elle préférerait voter Mélenchon plutôt que Bardella en cas de duel au second tour de la présidentielle. Peut-on en dire autant de son mari mystère ? En tout cas, début mai, Jubelin avait laissé entendre à plusieurs journalistes qu'il sortirait un podcast confession sur ses années en cabinet ministériel, dans lequel il parlerait librement de ses prises de cocaïne. C'est ce qu'explique La Lettre. Alors, Attal est quand même probablement intervenu pour y mettre le holà. Ces confessions qui devaient initialement être diffusées fin mai sur YouTube et Instagram, elles ne sont pas sorties. Elles sortiront peut-être
en juillet, ou peut-être pas, c'est ce qu'explique la lettre, hein, voilà, peut-être trop sensible politiquement pour Gabi, qui est désormais candidat à la présidentielle. En tout cas, Jubelin a encore été aperçu au meeting de son ancien patron, hein, le 30 mai dernier, et continuerait à le conseiller. Bon, c'est peut-être pour ça finalement que Gabriel Attal n'est pas vraiment pour les tests de dépistage que le Cornu veut en faire. Oui, bizarrement, hein, Gabi s'est montré nettement moins chaud pour faire tester ses collaborateurs ou encore les députés Renaissance de son propre groupe. Écoutez-le sur France Info ce jeudi. Vous êtes présidentiable, vous l'espérez en tout cas, vous êtes président d'un groupe. Est-ce que vous pensez que vos députés et vos collaborateurs doivent être soumis à ça? Je n'ai pas de suspicion sur mes collaborateurs ou sur les députés de mon groupe. Chacun est responsable de ses décisions, chacun fait comme il le souhaite. Le Premier ministre prend cette initiative, c'est très bien. Moi, j'ai absolument rien à redire sur ce choix-là. C'est son gouvernement, ce sont ses collaborateurs. Merci, Gabriel Attal. Mais il y a un devoir d'exemplarité auquel on doit tous s'astreindre. Alors c'est quand même assez drôle si on considère que le même Gabriel Attal voulait soumettre les simples piétons à des tests antidrogue dans la rue. Regardez, Libération s'en était fait l'écho, hein, voilà, c'était en 2024. C'est quand même curieux cette mensuétude de la droite pour ses propres troupes alors qu'elle impose un cadre ultra répressif aux Français, non? Vous avez dit hypocrisie? Alors Nice, quelles sont les autres réactions? Par exemple, on a eu ce député Horizon, hein, proche d'Édouard Philippe. Regardez, c'était sur RMC. J'en sais rien, en tout cas pas chez nous. De Pas mauvaise Horizon. surprise. Pas Horizon. Pas Horizon. À Horizon, manifestement, non. Demandez à d'autres groupes politiques. C'est pas les plus fêtards. Comment? Semble-t-il. Bon, on travaille à l'Assemblée, on travaille. Bon. Voilà, Amira, la drogue, hein, c'est toujours chez les autres. Voilà, on y croit. Alors, outre la méthode du test salivaire qui n'est pas fiable à 100%, et le timing, hein, effectivement, qui pose question, il y a aussi la philosophie sous-jacente sur le plan des addictions qui interroge les associations qui viennent en aide aux usagers. Par exemple, la Fédération Addiction qui s'est fendue d'un courrier à Le Cornu cette semaine pour réagir à cette circulaire. Et voilà ce qu'en dit notamment sa présidence. L'expérience quotidienne nous enseigne que faire la chasse aux personnes consommatrices n'est jamais une réponse pertinente. Cette approche stigmatise et surtout elle éloigne du soin et de l'accompagnement celles et ceux qui en auraient besoin par crainte de sanctions. Et oui, parce que la politique répressive de la France en matière de stupéfiants est une catastrophe sanitaire. Ça ne fonctionne pas et d'ailleurs les narcotrafiquants n'ont jamais été aussi puissants dans le pays. Il n'y a qu'à voir effectivement au sommet de l'État la panique en ce moment. Alors en comparaison, le Portugal par exemple a mené une politique radicalement différente, basée sur le soin et la prévention. Il y a des rapports qui sont sortis pour essayer d'expliquer effectivement ce qui se passe au Portugal, parce que nos voisins, eux, affichent l'un des taux de mortalité liés aux drogues le plus bas d'Europe, alors qu'il était le plus élevé dans les années 80. Il y a aussi une diminution des risques tels que la transmission du VIH et des overdoses, avec comme illustration une réduction drastique effectivement des nouveaux cas de VIH attribués à la consommation de drogue par injection. Bon, en tout cas, même s'ils ont des meilleurs résultats que la France, il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il ne faut pas idéaliser tous les modèles européens qui ne sont pas français, bien évidemment. Oui, bien sûr, et puis au Portugal, il y a toujours des problèmes liés aux addictions, c'est pas ça. Mais enfin, quand même, on peut s'interroger sur l'échec français, sur la persistance des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, d'ailleurs, parce que la gauche n'est pas exemple, effectivement, d'errement en la matière, à continuer, effectivement, dans cette répression sans fin qui, manifestement, ne fonctionne pas. D'autant qu'on le rappelle, en même temps, l'alcool et le tabac continuent d'être promus par ce gouvernement, par les autres gouvernements, d'ailleurs, alors qu'ils causent bien plus de morts que les stupéfiants. La Radio France, notamment, effectivement, avait révélé qu'il y avait eu des campagnes de prévention qui avaient été enterrées par le ministère de la Santé. Alors, quand les usagers de drogue, en plus, tentent de se sevrer et surtout de faire de la prévention, on les stigmatise. Regardez encore une fois le cas du député de la France Insoumise, Andy Kerbrad, qui est assez parlant. Le député a organisé un colloque ce jeudi à l'Assemblée consacré aux réponses politiques sur les addictions. Il a été visé notamment par le site d'extrême droite Frontière. Désolé, mais moi j'appelle pas ça un média. Donc voilà ce qu'a posté Frontière sur ses réseaux sociaux. Alors, il avait été arrêté suite effectivement à cet achat de drogue à un mineur. Il avait ensuite été exclu temporairement de l'Assemblée. Il avait pris 6 mois pour se faire soigner avant de faire son retour. Et évidemment, son initiative a été critiquée par le Rassemblement national, mais aussi certains macronistes ou proches des macronistes, notamment Éric Bothorel. Voici ce qu'il écrit sur X. Mais finalement, ce discours culpabilisateur, c'est assez raccord avec le tournant droitier du président Macron. D'ailleurs, pour tout te dire, Amira, les ministres aussi font grise mine sur la circulaire Le Cornu, même s'ils reconnaissent que le Premier ministre, évidemment, agit avec le soutien du chef de l'État. Et surtout, ils s'imaginent mal, en fait, devoir demander à leur chef de cabinet d'aller acheter des tests antidrogue en pharmacie. Bon, et bien sûr, on va en parler de lui tout à l'heure, bien évidemment. Il y en a un qui fait mine de débarquer. J'ai rien vu, je sais pas. C'est qui, Nils ? C'est... Regardez
Vous y aviez pensé, vous aussi, ou pas? En quelques mots, si vous voulez. Alors vraiment, jamais. Ah. J'ai été stupéfait par cette annonce. Non seulement j'ai jamais consommé de drogue, mais je n'en ai jamais vu. La question... Et oui, la drogue, connais pas, jamais vu, pas de doute, c'est du Bayrou, c'est flou, voilà. Et puis là, Banis, bien sûr, je vais te faire une petite passe décisive parce qu'on va passer au deuxième sujet. La transition est géniale. Bayrou, il connaît pas, il a pas vu la drogue. Et c'est un peu comme l'affaire Betaram, les violences et le harcèlement scolaire. Il ne connaissait pas du tout. Pourtant, on lui avait dit il y a des années auparavant. Et oui, François Bayrou est de retour. Il a perdu la mairie de Pau, il a perdu le gouvernement. Je crois, il est conseiller municipal et encore. Mais il est quand même de retour, peut-être pour nous jouer un mauvais tour, comme disaient les personnages de ce dessin animé bien connu des millennials. Regardez. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Voilà, alors Bayrou est effectivement en pleine tournée médiatique pour nous vendre son nouveau bouquin. Alors, le suspense était insoutenable. L'ancien Premier ministre, ex-maire de Pau, allait-il faire preuve de contrition après son désastreux passage à Matignon? Écoutez, réponse en images. Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec cette affaire? Rien, jamais. Rien, jamais. Sauf que mes enfants ont été élèves dans cette institution. Le jour où l'affaire est sortie, mon dernier fils on était sorti depuis 23 ans, et ma fille aînée depuis 35 ans. Pour dire... c'est pas gagné. Dans Alerte sur la France, qui paraît cette semaine aux éditions de l'Observatoire, Bayrou dénonce l'égoïsme des dirigeants politiques, sauf lui, évidemment, qu'il résume par ce slogan « Il est temps d'arrêter le TPMG, c'est-à-dire tout pour ma gueule ». Alors le problème, c'est que François Bayrou, fidèle à lui-même, ne reconnaît aucune responsabilité dans le scandale de Betaram, et pire, il se victimise. Rappelez-vous ce que disait Jean-Marc Véron, c'est un élu local et c'est surtout le père d'une victime de Betaram, il disait ça sur RTL en 2025. Il a menti. Il sait très bien que depuis 96, ce qui se passait à Betaram. Pour vous, il n'y a aucun doute, il était au courant. Mais écoutez, le juge Mirande, quand il a fait sa prestation sous serment, qu'est-ce qu'il a dit? Reprenez-le, vous verrez, Bayrou était au courant. Mais le politique, d'après vous, qui était au courant, pas le père? Le politique était parfaitement con. On pensait que Bayrou était le potentat dans la région. La région Béarn, c'était son fief. Élu depuis 83, fils de maire de Bordère. Vous savez, il s'est fait son fief. Alors, il tenait à la région. Il était obligé d'être au courant. On le sait, Nils, qu'il était au courant. C'est nos confrères de Mediapart qui ont effectivement révélé qu'il était informé de violences physiques dès 1996, lorsqu'un élève a porté plainte après avoir vu le tympan perforé par un surveillant. Puis en 1998, lorsque le père Caricard, l'ancien directeur, avait été mis en examen, accusé de plusieurs viols sur mineurs. Et d'ailleurs, la femme de François Bayrou, qui a enseigné le catéchisme à Betaram, aurait aussi, selon une enseignante de l'établissement, Françoise Gullung, été témoin de violences sur un élève sans lui porter assistance. Alors, Bayrou a été alerté d'ailleurs à plusieurs reprises par cette lanceuse d'alerte, sans y prêter attention. Il savait tout aussi de la mise en examen du père Caricard, mais le conseil général, donc qu'il présidait à l'époque, il était président du conseil général, a continué d'arroser l'établissement de subventions publiques. C'est ce que rappellent nos confrères de Mediapart cette semaine. En gros, la stratégie de Bayrou, c'est de noyer le poisson. Tout le monde sait qui savait, mais lui, il préfère se victimiser. Bizarre quand même comme stratégie. Ouais, exactement, et d'ailleurs, il abuse de cette stratégie dans son fameux bouquin Alerte sur la France qui vient, publié aux éditions L'Observatoire. Écoutez, notamment, regardez ce qu'il déclare sur la commission d'enquête de Betaram. 5 heures de temps, durant lequel il ne restera rien des accusations. Les députés, pour beaucoup venus à la curée, pour l'exécution finale, découvrir que tout cela était un château de sable, mensonger et manipulé. J'avais gagné, mais le mal était fait. Alors, en réalité, dans le rapport final qui a été voté par l'Assemblée, malgré les abstentions du MoDem, curieux, et d'une partie du Rassemblement national, le co-rapporteur Paul Vannier, donc la France Insoumise, et la co-rapporteuse Violette Spilbourg, Renaissance, affirment clairement que les violences ont perduré pendant des années, y compris après les années 90. Et je cite, « À défaut d'action que l'ancien ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général, alors informé, avait les moyens d'engager. » Bayrou est donc loin d'avoir été blanchi par l'Assemblée comme il le prétend. Mensonge encore quand il prétend aussi ceci dans son livre. Écoutez. À telle enseigne que lorsque la commission dut se prononcer pour suivre le rapporteur LFI Vannier et, comme il le réclamait, transmettre le dossier à la justice, pour me convaincre de faux témoignages, les députés votèrent contre la proposition. Ça a fait bondir effectivement les co-rapporteurs
du texte et de la commission, parce que contrairement à ce que Bayrou tente de faire croire, les députés n'ont jamais eu à voter sur la transmission à la justice des faits de faux témoignages qui avaient été relevés à l'occasion de son audition sous serment. Seule la présidente socialiste de la commission d'enquête avait le pouvoir de faire cette transmission. C'est notamment ce qu'a rappelé le député Paul Vannier sur X cette semaine. Donc là, tu parlais de Paul Vannier, un député qui faisait partie de l'enquête sur Betaram. Il y avait aussi sa collègue, députée Renaissance. Il y avait 2 co-rapporteurs et 70 membres dans la commission. C'est sexiste pour la co-rapporteure Violette Spilbou et surtout pas à la hauteur des enjeux de réduire ce travail à une manipulation de LFI. Il y a eu des centaines de témoignages. Ça ramène à l'ego d'un seul homme la responsabilité d'un État pendant des décennies. Voilà, alors pire, lors du vote de la loi Betaram, dans la lignée de la commission d'enquête, le groupe MoDem à l'Assemblée a déposé une avalanche d'amendements par le biais de la députée Perrine Goulet, présidente de la délégation aux droits des enfants, qui est aussi une proche de Bayrou, voilà, notamment le Café pédagogique qui avait fait un article dessus. Alors le texte qui rend désormais obligatoire les contrôles inopinés et fréquents, notamment dans les établissements privés, eh bien ça ne plaît pas au MoDem, mais aussi au RN. Faut dire qu'ils sont de grands défenseurs avec la droite des établissements catholiques. Pour les rapporteurs du texte, c'était une manœuvre d'obstruction, évidemment. Voici ce que déclare une source parlementaire aux médias. Perrine Goulet a déposé plus d'une trentaine d'amendements au dernier moment. Ce n'est pas un hasard, c'est du sabotage. Alors au final, François Bayrou réduit l'affaire à une manipulation de la France insoumise, alors que le texte issu de la commission d'enquête a été transpartisan, et il n'admet qu'une seule erreur. Écoutez-le, c'était sur BFM ce jeudi. Dire je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence sexuelle, alors que en 97 des élèves et des parents révèlent ce qu'ils ont vécu, qu'en 98 l'ancien directeur, le père Carica, est mis en examen, incarcéré pour viol, qui passe 15 jours en prison, et qu'à ce moment-là vous êtes le président du département, que vous êtes au courant, en charge de la protection des enfants, tout ça vous le saviez à l'époque. C'est des blagues. Ce que vous dites, c'est des blagues. Non. Décidément, ils font tête baissée dans sa stratégie de je ne savais rien, j'ai rien vu et je me victimise. Oui, pour lui, c'était seulement une erreur de communication. Il aurait dû faire preuve de plus d'empathie envers les victimes, leurs proches, etc. Alors, Bayrou, qui n'assume rien, qui ne reconnaît rien et surtout qui n'éprouve aucun remords, on pense à ces propos de Simone Veil sur l'ancien maire de Pau, qu'elle connaissait bien. Bayrou, c'est pire que tout. Je connais tout son passé et ses trahisons successives. C'est ce qu'expliquait la grande dame en 2007. À lire et écouter François Bayrou en 2026, c'est elle qui avait raison. Bon, Nils, sans transition, on va passer à notre dernier sujet, parce que ça passe vite. Et on va parler de la chaleur, parce qu'il fait très, très chaud actuellement. Et oui, il fait très chaud. Regardez ce thermomètre. Voilà. Chez moi, par exemple, en Alsace, il fait 26 à l'intérieur. 26 degrés déjà, et on enregistre le matin. Et on enregistre le matin et je ne suis pas le plus à plaindre. À Paris, figurez-vous que le Sénat refuse d'ouvrir son parc la nuit aux Français. C'est la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie qui proposait, comme chaque année, de forte chaleur, d'ouvrir grand les grilles du jardin du Luxembourg aux Parisiens la nuit pour leur permettre de se rafraîchir. Regardez, elle en a parlé sur X. Alors on rappelle pour les non-parisiens que le jardin du Luxembourg, que les habitants surnomment affectueusement le Luco, ce sont quand même plus de 21 hectares ouverts au public en journée donc, et plus d'1 hectare rien que pour le palais du Luxembourg. C'est le parc le plus beau d'Europe, ou en tout cas pour beaucoup considéré comme tel. Et c'est un spécialiste en patrimoine qui en parle le mieux. Regardez notre grand copain Stéphane Bern. Débutons notre flânerie à Saint-Germain-des-Prés par une visite d'un des plus élégants jardins de la capitale, le jardin du Luxembourg. Ce vaste parc, né au XVIIe siècle du désir de Marie de Médicis, abrite aujourd'hui encore le palais du Luxembourg, siège du Sénat, mais aussi un patrimoine végétal plutôt méconnu. Bon, c'est magnifique, mais ça coûte très très cher. Ah oui, c'est un écrin de verdure exceptionnel, mais c'est un petit budget. Le Sénat est propriétaire. Le budget annuel de fonctionnement, ça se monte à 2 millions d'euros, auquel il faut ajouter 1 million d'euros affectés chaque année à la restauration du patrimoine. Alors tout cet argent, c'est évidemment de l'argent public, donc issu des Français, on le rappelle. Et c'est vrai que ça fait cher, mais voilà, il faut bien veiller sur ces essences rares, engager du personnel pour assurer la sécurité du parc, qui, rappelons-le, est donc le siège de la chambre haute
du Parlement. Bref, alors l'élu socialiste Marie-Pierre de La Gontrie a écrit donc une lettre au président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui demander d'ouvrir les jardins au public, alors au moins les nuits de canicule, comme cette semaine. Refus ferme de GG et des questeurs. Donc les questeurs au Sénat, ce sont effectivement ces sénateurs qui sont chargés de tenir les cordons de la bourse. Et on a mis en avant effectivement des questions de budget. Alors là, c'est vrai qu'on se pince. On parle bien du Sénat, une chambre parlementaire assise sur un tas d'or. Nils, tu as des accès bien évidemment au Sénat. Tu as interrogé les sénateurs. Que t'ont-ils dit? Pourquoi ils s'accrochent tant à leur jardin? Alors, j'ai posé la question, pour être tout à fait honnête, à une source haut placée au Sénat, parce que les sénateurs lambda, entre guillemets, qui ne participent pas effectivement au bureau du Sénat, n'ont pas forcément accès aux informations, donc il faut aller un petit peu plus haut. Un membre du bureau qui m'explique qu'il n'y a pas de budget pour garder le jardin la nuit. Avec l'inflation, c'est compliqué au Sénat. Et si on demande une augmentation pour ouvrir le jardin du Luxembourg la nuit, on va accuser le Sénat et les sénateurs de s'en mettre plein les poches. Ce sera un désastre politique. Voilà, c'est ce que m'explique ce sénateur. Ok, donc ils avancent l'argument financier, ça va nous coûter trop cher, mais finalement on aimerait bien le faire, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent. Est-ce que vraiment tu y as cru ? Alors oui, en partie. Peut-être qu'effectivement, il y a des questions d'inflation qui ont entamé le budget faramineux du Sénat. Mais enfin, il y a peut-être une autre explication qui est nettement moins glorieuse, effectivement, pour les sénateurs. C'est peut-être que le jardin du Luxembourg se niche au cœur du 7e arrondissement de Paris. On l'a vu dans les images, où les prix de l'immobilier atteignent des sommets. Aux dernières nouvelles, c'était plus de 15 000 € le mètre carré, selon la Chambre des notaires, je crois. Et puis, il y a aussi tous ces people qui habitent le quartier et qui se promènent volontiers au Luco, comme Catherine Deneuve, qui habite pas loin à Saint-Sulpice, petite confidence, mais aussi Catherine Fro ou encore Vincent Ladon et Pierre Arditi, que j'avais croisé d'ailleurs sur un marché quand j'habitais à Paris. Bref. Donc tout ça, effectivement, est bien tranquille, bien organisé, et il ne faudrait pas bousculer tout ce petit monde ou les empêcher de dormir, Amira. Et donc j'ai posé la question à une sénatrice de gauche, et voici ce qu'elle déclare. Il ne faut pas être naïf, les sénateurs tiennent à leur tranquillité. Si Gérard Larcher refuse d'ouvrir le jardin du Luxembourg les nuits de canicule, c'est aussi pour des questions de non-mixité sociale. Il y a peu de gens de banlieue au Sénat, et il y a aussi cette peur de créer un appel d'air et du tapage nocturne. Bon, et je le disais tout à l'heure, il fait chaud chez toi, il fait chaud ici dans nos studios, et il fait chaud également au Sénat, à l'intérieur. Et oui, parce que oui, les sénateurs sont pas tous, et leurs collaborateurs d'ailleurs, il faut pas les oublier, sont pas tous logés à la même enseigne. Il y en a, effectivement, ils ont leur bureau dans le palais du Luxembourg même, donc c'est des pièces qui sont extrêmement hautes, les plafonds sont absolument immenses, et ça c'est impossible à climatiser correctement, on peut pas installer des climatisations, et puis ça coûterait, en énergie, ça coûterait bien trop cher. Et puis il y a les autres qui sont dans des nouveaux bureaux, enfin des bureaux anciens, mais qui ont été rénovés récemment, et donc là il fait beaucoup plus frais. Alors le pauvre sénateur que j'ai joint hier, malheureusement, il a son magnifique bureau dans l'ancien bâtiment, dans le Palais Médicis, et là le thermomètre affichait quand même un petit 29 degrés en plein après-midi. Alors on dit effectivement que les sénateurs sont toujours déconnectés des réalités des Français. Vous voyez, pour une fois, ils ont eux aussi un petit coup de chaleur. Alors au Sénat, il y en a qu'on chaud et à l'Assemblée. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est pareil. Il y a des locaux qui ont été rénovés rue de l'Université, c'est au frais. Au Palais Bourbon, c'est quand même une autre histoire, notamment au niveau de la toiture. Et ils sont climatisés ou pas, leurs bureaux ? Pas tous, figure-toi. Et d'ailleurs, il y a des collaborateurs qui affrontent malheureusement des températures très élevées. Je me suis laissé dire notamment que les collaborateurs du groupe Écolo étouffaient sous les combles du bâtiment au 3e étage. Et le syndicat CGT collaborateurs parlementaires a d'ailleurs envoyé un courrier dès le mois de mai lors de l'épisode de canicule précoce qu'on avait connu pour alerter les députés sur leur situation. Écoutez. Pour faire face à cet épisode, nous vous invitons à autoriser des horaires décalés afin de permettre à vos collaboratrices d'effectuer leurs trajets et leurs missions aux heures les moins chaudes, faciliter le recours au télétravail dès lors que les missions et les conditions matérielles le permettent. Et alors, on leur a répondu, est-ce que cette lettre a eu des effets ? Zéro réponse. On a 577 députés français. Il y a eu zéro réponse à ce syndicat. Alors j'ai posé la question à une syndicaliste qui me dit pas de retour, mais on est habitué au vu et on s'en tape. Et on imagine qu'ils font tous attention aux conditions de travail de leurs collaborateurs. Voilà, donc ça c'était un petit peu d'ironie. C'est quand même triste de se dire que plus on approche du sommet de l'État et moins les règles effectivement s'appliquent. Et oui, Nils, on a l'habitude, c'est toujours les mêmes qui sont les mieux lotis. Et c'est sur cette phrase que je vais te quitter, Nils, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toi et j'ai hâte de te retrouver vendredi prochain.
Et bien pareil, et puis on n'oublie pas de rappeler à nos abonnés de prendre soin d'eux en période de canicule. Exactement. De rester au frais et de boire de l'eau. Vous l'aurez compris, c'est donc la fin de cette émission. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission et merci de nous soutenir. On le rappelle, on est en campagne cap sur 10K. On veut 10 000 donateurs avant la fin du mois de juillet et vous nous avez beaucoup aidés. On est déjà à plus de 3 000 donateurs, mais ça ne suffit pas. On a encore et toujours besoin de vous. On compte sur vous. Allez, à vendredi prochain.